Le langage n'a pas le silence derrière lui. Le langage, il a le silence devant lui et autour de lui. Le langage, il est lui-même silence sur lui-même. Il ne parle jamais absolument, le langage. Aucune parole n'est jamais autre chose qu'un pli des apparences. Radio des ateliers Médicis, composante de passage numéro 2, Franck Smith, Marc Parazon, une émission consacrée aux conditions d'apparition et aux potentialités d'existence de la parole publique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission. Nous sommes le 19 janvier 2019. Nous sommes réunis dans la grande salle des ateliers Médicis cet après-midi à Clichy-sous-Bois pour un programme d'une heure environ dédié à la parole, une plateforme radiophonique conçue comme un cercle de conversation autour de la parole, autour de ce que peut la parole publique. On essaiera ainsi de cerner ce que parler veut dire, qui parle quand on parle, et qui parle à qui quand on parle, et qui parle au nom de quoi et au nom de qui. Pour explorer cette mise en relief et cette mise en perspective de la notion de parole, plusieurs invités qui toutes et tous, à la fois politiquement et ou socialement et ou artistiquement, déploient une parole qui soutient leur engagement au sein de la sphère publique et de la société civile. J'ai ainsi le plaisir de recevoir Samira Taïebi. Bonjour Samira. Bonjour. Vous êtes première adjointe au maire de Clichy-sous-Bois, présidente d'une association et enseignante également. Kantouta Kiros et Alyosha Imhoff. Bonjour Kantouta. Bonjour. Bonjour Alyosha. Bonjour Franck. Vous êtes artiste, écrivain, tous les deux. Vous intervenez depuis la plateforme curatoriale Le Peuple qui manque et vous êtes associé aux ateliers Médicis depuis plusieurs mois maintenant en tant qu'artiste et chercheur. Naoufel Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du collectif, quant à vous, Assez le Feu. Je rappelle que Assez le Feu a vu le jour à Clichy-sous-Bois au lendemain des révoltes sociales de novembre 2005 et vous vous affirmez en tant que militant. On aura l'occasion d'explorer ce que ça veut dire, cette notion de militance quant à vous. Alain Ducam-Simo, bonsoir Alain. Bonsoir Franck. Vous êtes membre du conseil citoyen de Clichy-sous-Bois, habitant au Chêne Pointu, et vous êtes président d'un journal conçu par les habitants eux-mêmes du Chêne Pointu qui s'intitule Ici et ailleurs. D'ici et ailleurs. Et c'est joint à toutes et à tous Bilal. Bonjour. Bilal. Vous êtes un artiste rappeur. On a déjà eu l'occasion de découvrir votre univers musical dans le cadre de cette radio des ateliers Médicis. Au mois de décembre dernier, vous étiez l'invité de Byron Lemaire au sein de son module radio qui s'intitule B23 et que l'on peut écouter d'ailleurs sur le site des ateliers Médicis. Et vous nous ferez le plaisir d'une intervention musicale ou deux au cours de cette émission. Alors, avant de parler, avant d'explorer les dimensions que requiert tout acte de parole pour chacune et chacun d'entre vous, il nous faut préciser que cette émission est spécialement proposée dans le cadre de la Nuit des idées. Alors, la Nuit des idées, c'est une manifestation instaurée par l'Institut français depuis plusieurs années maintenant. Et le 31 janvier 2019, autour du thème « Face au présent », cette manifestation réunira des intervenants de tous horizons, des artistes, des chercheurs, des intellectuels, invités à débattre dans les lieux partenaires sur les 5 continents. Alors, la nuit,
c'est presque la nuit. C'est la nuit des idées. J'avais envie de considérer le titre de cette manifestation, la nuit des idées à la lettre, littéralement, pour commencer, en partant du mot idée. Est-ce que je peux vous demander à toutes et à tous, comme entrée en matière, ce que c'est pour vous que d'avoir une idée? Et en général, on met le mot idée en rapport avec le combat que ça implique pour la mettre en œuvre, cette idée, ou la revendiquer vous-même, et cela nous permettra de mieux faire connaissance. Pour quelle idée vous vous battez? Samira, je peux vous poser la question. Quelles idées vous portent et qu'est-ce que c'est qu'avoir une idée pour vous, tout d'abord? Pour moi, une idée, c'est une manière de voir. C'est un concept. Et après, on peut avoir plusieurs idées en fonction du public. On n'aura pas la même idée j'aurais pas la même idée si je prends la parole en tant qu'élue. J'aurais pas la même idée également si je prends la parole en tant qu'enseignante ou en tant que présidente d'association. Donc l'idée en tant que présidente d'association, mon mot-clé, c'est la lutte contre la misère sociale. Là, ce sera mon objectif, ma manière de voir. Après, en tant qu'enseignante, c'est essayer de transmettre le plus de savoir possible. Et puis, en tant qu'élue politique, alors là, il y a plusieurs idées. Le débat est vaste et il faudrait vraiment axer le sujet. Très bien. Alain, qu'est-ce que c'est qu'une idée pour vous? Et quelles idées vous font lever le matin? Pour moi, une idée, quelle idée me fait lever le matin? Je sais pas, ça dépend de mon planning, ça dépend de mon agenda. Mais une idée, c'est un canevas. C'est un canevas, c'est parfois un prétexte pour mener un combat. Par exemple, là, on vit dans des banlieues où les gens ont du mal à s'exprimer. Moi, je suis président de l'association Ici Ailleurs, je suis aussi homme de théâtre. Et là, j'ai l'idée qu'on fasse du théâtre un peu classique avec les élèves, tout simplement parce que quelqu'un qui sait parler la langue française, qui est capable de prononcer toutes ces syllabes, sera mieux intégré. Donc, une idée, voilà, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire quelque chose. Mais c'est la base de toute chose qui ait du sens, c'est la base de l'engagement. Un travail sur la matière du langage elle-même. C'est un travail sur la matière du langage elle-même, en sachant que le langage, ce n'est pas du verbiage. Le langage, c'est du concret. Parce que d'abord, c'est l'idée, après, ça se matérialise. Donc l'idée, elle est concrète, abstraite, tout ça. Mais après, elle devient quelque chose, elle est peut-être abstraite, conceptuelle, mais après, ça devient un objet, une chose, un développement, voilà. Un diplôme, une idée, ça devient un diplôme, par exemple. Merci Alain. Bilal, dans vos textes, il y a des idées. C'est quoi les idées qui traversent vos textes? Moi, ça dépend en fait. C'est pas tout le temps la même chose. Moi, je suis un artiste un peu polyvalent, tu vois. Je peux changer de thème à tout moment. Il y a des thèmes forts quand même Voilà, dans vos textes. Il y a des thèmes forts où je me lâche, comme il y a des thèmes où je peux raconter une histoire plus doux. Plus doux, plus en... Je sais pas. On continue le tour de table. Kantouta, qu'est-ce que c'est qu'avoir une idée pour Kantouta Quiroz? Plus que d'idées, je parlerais de projet ou de ce à quoi je tiens. Et si je parle en tant qu'actrice du monde de l'art ou de quelqu'un qui contribue à co-construire le monde de l'art, je dirais que ce à quoi je tiens, c'est à l'art comme puissance de nous augmenter nous-mêmes, comme puissance de co-création de chacun et surtout de reconfiguration des places. C'est à cette puissance-là de l'art que je tiens et à laquelle j'aspire à contribuer. Contre les assignations des places. Exactement. Alyosha, on fait le tour de table. Non, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter, mais enfin, il me semble qu'avoir une idée, c'est relativement rare. Enfin, en tout cas, s'il y a d'idées que nouvelles et de radicalement nouvelles, c'est quelque chose d'assez rare. Et souvent, on opère plutôt par montage, par collage, quoi, d'associations de choses déjà pensées, déjà un peu constituées par d'autres. Et d'une certaine manière, il n'y a d'idées que nouvelles, une idée émerge toujours à l'encontre de soi-même, en quelque sorte. Et on pourrait
définir une idée comme étant du coup une forme de subversion de soi-même. Voilà. En même temps, il n'y a jamais d'appropriation d'une idée. Aucune idée n'appartient à personne par rapport à l'idée justement de nouveauté. Absolument. Enfin, en tout cas, la question que tu posais en introduction, qui serait qui parle, en fait, on pourrait évidemment la transformer en étant qu'est-ce qui parle à travers nous, quoi. Alors on y reviendra peut-être. Naoufel, qu'est-ce que c'est qu'avoir une idée pour Naoufel Mohamed et quelles sont les idées qui vous portent, qui te portent? Je veux revenir sur deux choses. Pour moi, une idée, c'est à la fois un projet et à la fois une initiative. Donc, c'est une manière de se projeter. Nous, dans le milieu associatif, en tant que militants, quand j'ai une idée, c'est pour améliorer quelque chose. Donc, améliorer une idée, améliorer une action, améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Donc, voilà, avoir une idée pour améliorer ce qui existe, avoir une idée pour rénover, avoir une idée aussi pour transmettre. Donc, le mot idée, il me fait penser à beaucoup de choses. Et donc, dans le milieu associatif, donc, nous, c'est ce qui nous anime. Avoir une idée pour toujours aller de l'avant et améliorer ce qui existe déjà ou inventer de nouvelles choses. Alors, quand on est impliqué comme vous l'êtes tous et toutes autour de cette table, et quand on porte des idées aussi fortes et généreuses que les vôtres, on est engagé dans un processus où ce combat ne peut pas se déclarer sans le recours à la parole, à la prise de parole. Il faut prononcer des discours, il faut organiser une parole publique. Et donc j'avais envie de vous questionner sur votre propre rapport à la parole. En quoi ça consiste le fait de parler? Finalement, qu'est-ce que parler veut dire, tout simplement, dans un dispositif d'ordre public, en fait, quand on intervient devant des gens? En quoi ça consiste, parler? Alain, par exemple. Parler, pour moi, et pour nous, ici et ailleurs, c'est ne pas laisser l'espace de parole public confisqué par d'autres, notamment par les médias publics. C'est-à-dire que moi, j'ai une femme qui aime beaucoup mettre le journal. Et quand elle met le journal télé, j'ai l'impression d'entendre les mêmes choses 1000 fois tous les jours. Alors, avec des variantes différentes, je ne peux pas... Si un nouvel attentat quelque part, c'est un nouvel attentat, hein, avec de nouveaux problèmes, une nouvelle misère, etc. Mais c'est toujours les mêmes... voilà, c'est toujours à peu près les mêmes choses, les mêmes journalistes qui ont les mêmes voix avec les mêmes accents, etc. Je dis avec les mêmes accents exprès, parce qu'en tant que comédien qui vient d'Afrique, quand tu vas faire les castings, le genre de clichés auquel tu peux avoir affaire, au niveau... comment ça s'appelle, le côté psychosocial, là, au niveau psychologique, comment on peut t'atteindre. Voilà. Prendre la parole, c'est déjà faire entendre sa voix, simplement, qu'on l'entende, sa voix sur un sujet. Parce que ne pas venir placer sa voix pour donner son point de vue sur un sujet, si on ne parle pas, si on ne s'exprime pas, est-ce qu'on existe? Est-ce qu'on existe? Si on n'existe que par la parole des autres, est-ce que les autres sont capables de témoigner de ce que nous sommes? J'en doute, mais fortement. J'en doute fortement. Parce que quand on regarde les autres, quel que soit leur degré d'expertise, quand ils veulent parler de nous, hélas, ils ne sont pas nous. Hélas, ils ne connaissent souvent pas. Et hélas, ils parlent de nous à travers ce qu'ils ont entendu dans des médias qui eux-mêmes passent leur temps à répéter, à se faire l'écho de ce qu'ils ont entendu ailleurs. Ça fait qu'à la fin, on parle de vous et vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est de moi qu'il parle. On ne se reconnaît pas. On ne se connaît pas. Non, on ne se reconnaît pas, non. Du coup, même s'il y a des gens qui croient avoir parlé de nous, si on veut que les gens nous connaissent, il faut qu'on prenne la parole. Il faut qu'on prenne la parole, il faut qu'on s'exprime nous-mêmes. Alors d'ailleurs, c'est assez symptomatique de la langue française. Il y a cette expression, il faut prendre la parole, il faut presque, on a envie de dire, la capturer. La capturer, l'arracher. Et l'arracher. L'arracher, absolument. Naoufel, par rapport à cette prise de parole qu'il faut essayer d'arracher à un détenteur. Il y a des détenteurs de la parole. Alain entendait par là l'instauration, enfin le pouvoir, finalement, le pouvoir des médias. Il y a le pouvoir du politique. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec Samira. En fait, moi, mon rapport à la parole, il est un peu singulier. Parce que du coup,
Je suis de nature très timide et avec le temps, j'ai appris à m'accaparer la parole. Donc, depuis le lycée. Donc, moi, je suis un chanceux en fait d'avoir grandi dans ce territoire. Et la parole, on m'a toujours initié à la parole. Donc, du coup, quand j'étais en première, je faisais Réussir aujourd'hui, je faisais le conventionnement Sciences Po, et du coup, on me donnait des billes pour me lancer dans la parole. Et parallèlement à ça, je me disais, bon, c'est bien beau de faire tout ça, mais du coup, ça serait bien aussi de transmettre et de voir ce qu'on en fait de cette parole. Et du coup, je pense qu'à l'époque, on avait travaillé sur notre premier journal au lycée. Donc, du coup, voilà, pour exprimer ce qu'on ressent, mais aussi pour recueillir la parole de nos camarades, des professeurs, sur ce qui se passe dans la ville et ce qui se passe au sein du lycée. Et donc, du coup, voilà, de là, ça m'a ramené au sein du collectif Assez le Feu. Et du coup, là, j'ai découvert un peu ce qui est la parole publique. Donc, prendre la parole devant des centaines de personnes, prendre la parole dans une place publique, arriver avec des flyers, arriver avec des doléances, transmettre un message. Et donc, du coup, tout au long de ces expériences, on apprend à s'accaparer la parole, à la transmettre. Et donc, du coup, derrière, on a essayé un peu d'approfondir les choses. Donc, du coup, avec des boîtes de communication comme Yes Weekend. Donc, du coup, voilà, on a participé à des prises de parole en public. Et ce qui est frappant, c'est que finalement, prendre la parole, ce n'est rien d'autre que de la technique, finalement. Et donc, quand on sait les techniques qui sont utilisées par les gens et comment ils transmettent la parole, on se dit, ouais, on y arrive. Et finalement, on a envie de faire la même chose aujourd'hui. Et enfin, notre rôle de militant, c'est un peu ça. Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que voilà, derrière, on est revenu, voilà, j'ai fait des études de sciences politiques, donc du coup j'entendais des choses, un peu d'urbanisme aussi, donc du coup avec tout ce qui se passait autour de chez nous, ce que je voyais à l'école, ça m'a donné aussi la possibilité avec les téléphones, la nouvelle technologie aussi de transmettre la parole des gens, donc du coup de me balader avec mon téléphone, d'interroger des gens, derrière d'en faire des montages pour transmettre la parole des gens. Et donc du coup, nous en tant que militants, c'est ce qu'on essaie aussi de faire, donc porter la voix des sans-voix. Et donc, pour pouvoir porter la voix des sans-voix, il faut savoir la décrypter. Et donc, du coup, voilà. Alyosha et Hugh Kantuta, sur cette question de la prise, de la capture de la parole, comment on fait pratiquement pour s'octroyer le droit à la parole? Est-ce qu'il y a un droit à la parole? Est-ce qu'il y a un devoir de parole? À quelle autorité la prendre, cette parole? Pour en faire quoi? Là, tu parlais aussi de la question du rapport personnel ou intime à la parole publique. Moi, je me situe peut-être à un nœud, en fait, entre une volonté de se saisir de la parole pour dans la visée de s'augmenter, de se constituer soi-même, et puis en même temps de ne pas oblitérer la part de vulnérabilité, en fait, qui me constitue. À plusieurs endroits, et notamment, par exemple, tout simplement le fait d'être une femme. On sait que c'est encore compliqué, en fait, aujourd'hui, d'être une femme et de se positionner dans la parole publique, et notamment dans une parole intellectuelle, par exemple. Et donc, cet endroit-là, ce nœud-là, ce conflit intérieur, en fait, je le vis à chaque fois que je prends la parole. Et j'aimerais ne pas oblitérer cette dimension-là de vulnérabilité, malgré tout. Donc Elle est toujours fragile, cette parole, même si on se l'octroie. Oui. Est-ce qu'il faut la saisir, et quand on la saisit, ça veut dire qu'on fait taire quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un d'autre en soi, ou quelqu'un d'autre hors de soi? En tout cas, on est le théâtre d'un conflit, ça c'est sûr. Alors, Kantuta vient d'aborder la question de la parole quand on est femme, quand on est une femme. Samira, comment vous percevez ce qui vient d'être entendu? Je rejoins ce que ma collègue vient de dire. La définition de prendre la parole, elle prend tout son sens quand on est une femme. Parce que surtout en politique, on est entouré par une majorité d'hommes. Et donc, si on veut justement qu'on nous entende, si on veut justement parler, il faut la prendre, cette parole. Il faut s'en saisir et parler encore plus fort que les hommes, parce qu'ils ont tendance à s'accaparer justement la parole.
Donc oui, en effet, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, je me retrouve un petit peu dans tout ce qui a été dit là autour de cette table. Quand Naoufel dit, moi, je suis timide, donc il a fallu que je prenne sur moi. Enfin, moi, j'ai un petit peu le même parcours, puisque pareil, on n'a pas l'impression quand on me voit comme ça, mais je suis d'un tempérament assez timide. Et la première fois où j'ai pris la parole, c'était au lycée en tant qu'élève, et il a fallu que je prenne la parole devant tous mes camarades et mon enseignante. Et ce qui m'a fait prendre cette parole, justement, c'est la colère. Parce que tout au long de ma scolarité, j'entendais oui, les enfants d'ouvriers finiront ouvriers, les enfants d'ouvriers finiront ouvriers. Et puis en plus, bon, quand vous êtes jeune, quand vous êtes femme, quand vous êtes issu d'immigration, vous n'avez aucune chance de réussir, vous finirez à la maison, ou si vous arrivez à réussir, ce sera en tant qu'ouvrier. Et puis, il y a tout un passif également à Clichy-sous-Bois. C'était que nous qui étions à Clichy, on n'avait pas d'établissement d'enseignement général. On avait juste un établissement d'enseignement professionnel. Et donc, automatiquement, les filles faisaient un CAP coiffure ou vente, et les garçons électrotechnique. Et si on avait de la chance et qu'on était bon élève, on faisait un BEP sanitaire et social. Et donc, du coup, il fallait se battre. Et on a été peu à se battre, de ma génération, pour pouvoir aller au lycée, qui était de surcroît au Rincy. Donc, quand on venait de Clichy, il ne fallait pas aller au Rincy. Et donc, voilà. Donc là, je m'étais battue, mais sans faire de bruit, sans prendre vraiment la parole. Mais bon, les notes parlaient pour moi. Et arrivé au lycée, donc dès la seconde, moi, j'entendais ce genre de discours. Vous êtes là, mais en gros, vous n'avez pas votre place ici au lycée au Rincy. Et donc, un cours de sciences économiques, puisque j'avais fait sciences économiques et sociales, l'enseignante, tout de go, dit ça. Et donc là, je me dis à un moment donné, si je continue à me taire, si je continue à me faire remarquer que par mes résultats scolaires, on n'y arrivera pas. À un moment donné, il va falloir que je me lève. Et là, je me suis levée et j'ai vraiment pris la parole. Et là, ça a pris son sens, prendre la parole. Parce qu'elle m'a dit, justement, je ne vous ai pas donné la parole. Je lui ai dit, oui, mais attendez, moi, maintenant, je veux m'exprimer. Je veux dire ce que j'ai à dire et je vous demande de m'écouter. Donc, et là, je lui ai dit, moi, je vous prouverai que vous avez tort et qu'on a beau être enfant d'ouvrier, on a beau être femme, on a beau être issu de l'immigration, mais on peut à un moment donné s'en sortir. Très bon, bel je me exemple. suis virée du cours, quand même. Pour l'anecdote. Alors, voilà, la parole, c'est quelque chose qu'il faut capturer, dont il faut se saisir. On apprend, c'est ce que nous disait Naoufel, à l'édifier, cette parole, et à l'imposer aux autres. Et finalement, et c'est peut-être une des caractéristiques de l'univers médiatique, comme le soulevait Alain tout à l'heure, et politique dont vous êtes, Samira, on est dans des contextes où la parole prédomine, et c'est toujours une parole faite de la même mot, j'ai envie de dire. C'est de la communication, c'est donc transmettre des faits, les propager. Une information, on sait que c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on nous informe, on nous dit ce qu'on est censé croire. Tout de même, on ne peut pas tous aller à la source des faits pour aller les vérifier. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. D'ailleurs, les déclarations de police sont dites, à juste titre, d'ailleurs, des communiqués. On nous communique de l'information, on nous dit ce que nous sommes tenus de croire ou même de ne pas croire, de faire comme si l'on croyait. En tant que femme politique, comment on fait pour s'insinuer dans le discours dominant des mots d'ordre, en fait? Comment éviter de prendre en charge une parole qui soit dénuée de tout mot d'ordre, de tout atermoiement, et qui écraserait finalement son audience, et son public, ses électeurs? J'ai la chance, moi je dis, de faire de la politique à Clichy-sous-Bois. On est quand même dans une ville où on peut échanger. On est une ville de gauche, donc ce qui correspond entièrement à mes valeurs. Avec le maire et au sein du conseil municipal, on échange. C'est vrai que lorsque je prends la parole en tant qu'élu, je parle au nom du conseil municipal. Donc généralement, j'adhère aux idées qui sont qu'on véhicule. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi d'essayer d'échanger avec les Clichois, de transmettre un message quand on y croit à ce message-là. Ce qui est compliqué, c'est pour ceux qui ne croient pas au message qu'ils doivent transmettre. Sur la question de la prise de parole publique et des mots d'ordre que ça implique, Alyosha, comment éviter les mots d'ordre?
Comment éviter d'être assigné aussi à cet endroit-là, comment essayer de manipuler soi-même un discours contre les discours dominants par de la contre-information? J'aurais quand même tendance à dire qu'on est toujours sur une ligne de crête, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Deleuze, il y aurait en fait un précipice en fait, dont on serait toujours, dont il faudrait toujours se rapprocher du bord. Effectivement, l'enjeu est sans doute de pluraliser la langue, de la complexifier, enfin en tout cas de la faire fuir, de faire fuir le langage sur lui-même. Néanmoins, il y a toujours un risque. Enfin, on peut évidemment, s'il s'agissait toujours de faire cela, au bout d'un moment, peut-être que nous parlerions tous une langue qui ne nous appartiendrait qu'à nous, et d'une certaine manière, on aurait des difficultés à se faire comprendre. Donc, d'un côté, voilà, il y a ce travail-là et cette nécessité-là de faire fuir le langage, et puis en même temps, de quand même continuer à être dans un dialogue, à être compris les uns des autres. De cette manière, la question de l'information, peut-être que si nous devions commencer à formuler une réponse face à cette langue morte, en tout cas, qui avait été cette langue qui est la même intonation, cette langue du journalisme, en fait, qui est une langue comme ça très, très pauvre, au fond. Néanmoins, je ne sais pas si c'est de la contre-information, mais en tout cas, il y a une nécessité d'en repasser par des formes d'enquête. Voilà, il me semble que, en tout cas, le journalisme en soi n'est pas jeté à la poubelle au titre de son langage qui serait dénué de lignes de fuite, quoi, d'une certaine manière, et qu'il y a une nécessité tout de même d'être informé, enfin, quand bien même, encore une fois, l'information ne va pas de soi. Enfin, des enquêtes pour tenter d'élucider le réel, en quelque sorte. De le comprendre, le décrypter, enfin, voilà, au moins, oui. On a parlé de plusieurs formes, d'une seule forme, de langage, c'est-à-dire transmettre un message politique ou écouter les informations. Mais il y a plusieurs formes de langage, parce que on a différentes façons de s'exprimer et de prendre la parole en fonction du public qu'on a en face de soi. Quand je prends la parole en tant que présidente d'association, c'est moi, c'est en mon nom que je parle et au nom des bénévoles. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de défendre une association que j'ai créée, que j'ai montée, donc voilà. Et également, la proximité aussi. Et puis la proximité. Et puis, il y a également la prise de parole quand on est enseignante face à mes élèves. C'est complètement différent. Quand je parle à mes élèves et quand je parle aux parents de mes élèves, j'ai pas la même attitude. Et je reprenais un petit peu les formes de langage quand vous dites qu'il faut avoir le même langage pour pouvoir se comprendre. Récemment, je suis allée voir un spectacle avec mes élèves qui ont 3 ans, puisque je suis enseignante en maternelle. Il n'y avait aucune parole, que des gestes et puis des sons un petit peu, des sons, s'il y avait eu que les sons, on n'aurait pas compris. Et ben les élèves ont compris tout le spectacle, et même les parents et les adultes qui étaient là, et tout a été transmis, et je trouve ça fabuleux. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs formes de langage et plusieurs façons d'échanger, de transmettre un message. Nofel, une réaction sur cette question de... Moi, j'ai une petite réaction sur cette thématique un peu, donc la manière de véhiculer un message et ce qu'on nous impose à longueur de journée comme conception du monde et comme conception de la réalité. Et finalement, encore une fois, c'est que c'est aussi des choses qui s'apprennent, en fait, finalement. Donc, du coup, moi, je le vois souvent parce que j'ai de la chance d'être habitant, la chance d'avoir fait des études en sciences politiques, donc du coup, d'avoir plusieurs conceptions, d'avoir le terme démocratie, c'est pas juste le terme en soi, mais c'est de rechercher d'où ça vient, etc. Et très souvent, quand je parle avec les gens, c'est que ils regardent les choses en surface. C'est-à-dire que il m'arrive très, très, très souvent, par exemple, sur une thématique pour moi qui revient souvent, les gens ils en parlent souvent, c'est le complotisme en fait. Et moi, ça illustre bien les choses parce que très souvent, les gens ils vont prendre une vidéo de peut-être 3-4 minutes, et quand on regarde les vidéos de 3-4 minutes, on va voir que voilà, il y aura un mot, ils vont prendre les discours de peut-être une dizaine de présidents et s'arrêter sur les mots, ils prononcent le mot ordre mondial, nouvel ordre mondial. Donc du coup, vous pouvez avoir une séance de plusieurs mecs qui vont dire nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial. Et le mec, il est en extase parce que
c'est ça qu'on lui renvoie et c'est ça qu'il a envie d'y croire. Alors que finalement, il faudrait juste regarder en fait sur tous ces discours d'où sont sortis ces mots nouvel ordre mondial, dans quel contexte. Donc, c'est un discours de combien de temps, d'où ça sort. Et finalement, on se rend compte que finalement, c'est ce qui va avec le monde d'aujourd'hui. C'est qu'on est en train de formater les gens. C'est ce que je répète à longueur de journée. Et nous, en tant que militants, en tant que citoyens, notre rôle, c'est aussi ça. C'est de passer du temps dans les cages d'escalier, dans les halls, de parler de politique avec ces gens-là, d'essayer de leur faire comprendre que ce que vous voyez dans les informations, il faut parfois le décrypter. Et la manière de le décrypter, c'est peut-être d'aller faire des recherches. Et donc, du coup, voilà. Parfait. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Bilal, qui a rejoint le micro central de la grande salle des ateliers Médicis pour un morceau qui s'intitule « Dans la ville ». Ah, c'est bien ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai grandi dans la ville. Les ennemis veulent ma mort dans tous les cas. J'ai préféré pas tout leur dire, parce que si ça part en couille, ça fait mal, maman. Petit Bilal a grandi. Il parle que d'oseille, il rentre très tard. J'ai grandi dans la ville. Grandi dans la ville. J'ai grandi dans la ville. Les ennemis veulent ma mort dans tous les cas. T'as vu dans le monde dans lequel on vit. Seule la mort mettra d'accord les gens. De plus de ça, je dors le jour, je vis la nuit. En manque d'oseille, je revendais le cannabis. Autour des poucaves, ces mecs font craquer. Un vrai bonhomme n'a pas peur de la police. Aïe aïe aïe. Des millions sur la plage, aïe aïe aïe. Mais c'est jamais comme ça, le réel nous rattrape. Aïe aïe aïe, et toi qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu regardes mal? Je suis juste un mec de test qui veut faire de la maille. J'ai du démon à côté qui peut faire du sale. J'ai du démon à côté qui peut faire du sale. Aïe aïe aïe, on a grandi dans la haine, on a grandi dans la merde, on a grandi dans le même bat. C'est pas pour rien qu'on opère, si un jour on fera la guerre, faudra faire attention à ne pas prendre des balles. On a grandi dans la haine, on a grandi dans la merde, on a grandi dans le même bat. On a grandi dans la haine, on a grandi dans la merde, on a grandi dans le même bat. J'ai grandi dans la ville. Les ennemis veulent ma mort dans tous les cas. J'ai préféré pas tout leur dire, parce que si ça part en couille, ça fait mal, maman. Petit Bilal a grandi. Il parle que d'oseille, il rentre très tard. J'ai grandi dans la ville. Grandi dans la ville. Pas la même vie, pas les mêmes débats. Ils en perdent leur langue à force de les pas. Et si on s'embrouille, ça va pas séparer. Les deux dans la tête, t'as même pas le temps de pleurer. Maman m'a dit, Bilal, fais pas le con, je sais que t'en as dans la tête. Mais maman, désolé si j'ai fait tout ça. C'est pas pour faire la fête, mais mes poches sont vides. J'ai plein d'ennemis, j'entre après minuit. Fallait bien que j'encaisse, c'est la meilleure d'ici. Elle monte à la tête, elle fait tomber des rêves. Elle enrichit d'autres frères, et si je la consommais, j'en fumerais l'atmosphère. Midi à minuit, elle part très vite, sa mère. J'ai fait le tour de la street, j'en ai mal au vos. Mes frérots donnent la force tout dans les commentaires. Et toi commentez à chaque couplet, petit à petit je vous enterre. On a grandi dans la haine, on a grandi dans la merde, on a grandi dans le même bat. C'est pas pour rien qu'on opère, si un jour on fait la guerre, faudra faire attention à ne pas prendre des balles. On a grandi dans la haine, on a grandi dans la merde, on a grandi dans le même bat. On a grandi dans la haine, on a grandi dans la merde, on a grandi dans le même bat. Les ennemis veulent ma mort dans tous les cas, j'ai préféré pas tout leur dire, parce que si ça part en couille, ça fait mal, maman. Petit Bilal a grandi. Il parle que d'oseille, il rentre très tard. J'ai grandi dans la ville. Grandi dans la ville. 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 Merci à Bilal qui a interprété en direct dans la ville. Merci beaucoup. Sous les applaudissements. Merci beaucoup. Alors, on a essayé de cerner ensemble ce que parler veut dire, qui parle quand on parle, à qui l'on parle quand on parle. Et il y a la question qui arrive tout de suite, c'est au nom
de qui on parle. Au nom de quoi, on l'a un peu vu pour chacun d'entre vous, mais au nom de qui, ça pose toujours un problème. Vous venez de le souligner, Samira. Je voudrais vous faire écouter un document, qui est le document numéro 1, Marc. C'est la parole d'un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière. Et Jacques Rancière intervenait il y a quelque temps au Théâtre National de Bordeaux. Il y était invité par la librairie Mola, aux côtés de Éric Azan, qui est le directeur de La Fabrique, une maison d'édition militante et politique, et aux côtés de l'écrivaine Nathalie Quintane. Et Jacques Rancière intervient sur la question justement de la prise de parole publique et ce que c'est que parler au nom de quelqu'un d'autre. Nous l'écoutons, puis je vous demanderai de bien vouloir réagir à ces quelques propos. Or, bon, je pense qu'effectivement, le premier principe, effectivement, c'est de se dire qu'on n'est pas légitimé par le fait qu'il existe véritablement quelque part un sujet substantiel pour lequel on peut parler. Bon, ça, on peut dire, c'est les politiciens. Les politiciens, ils vous disent, bon, ben, voilà, j'ai été dans le pub, j'ai fait le marché, j'ai été dans les boutiques, j'ai parlé aux gens. Voilà, ben, je peux vous dire ce que c'est que le pub, quoi. Je peux vous dire ce qu'ils pensent. Bon, alors, oui, je pense que si on veut faire autre chose, ben, forcément, on prend de la distance. Alors, et la distance, c'est toujours par les mots que ça passe, quoi. De deux manières, quoi. De deux manières. Moi, je sais que ma manière, bon, à un moment donné, ça a été de me plonger dans les archives, quoi. On peut dire les archives des pauvres, en l'occurrence, d'une certaine façon, savoir des textes qu'avaient écrit des ouvriers, disons pendant peut-être un siècle, quoi, qu'ils avaient écrit, mais justement pour essayer à la fois de dire qui ils étaient, mais qui ne voulaient plus être, qui ils voulaient être maintenant, bon, et juste, je pense que ça a été important pour moi de comprendre que tout ça, bon, d'une certaine façon, ça n'existe pas comme tel, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des efforts, bien sûr, des gens pour s'identifier, des efforts des gens aussi pour se désidentifier, pour sortir de la condition dans laquelle on les a assignés, mais que, bon, de toute façon, bon, les pauvres, ça va jamais exister comme ça. Il suffirait d'aller le rencontrer, ou le peuple, il suffirait pas d'aller le rencontrer. Bon, en un sens, c'est toujours quelque chose qui est devant nous, bon, qui est quelque chose qu'on cherche. Bon. Alors, donc c'était Jacques Rancière qui intervenait pour dire que finalement, c'est toujours un peu difficile de parler à la place de quelqu'un et parler au nom de quelqu'un également. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Une réaction sur la conception de Jacques Rancière qui avance qu'il n'y a pas de sujet pour lequel on aurait une autorité qu'on s'instaurerait pour parler à la place d'eux. Comment faire pour prendre une parole publique si on ne peut pas parler au nom de quelqu'un d'autre? Je pense qu'on peut quand même, parler au nom de quelqu'un. Parce que on peut être mieux placé que certaines personnes. On peut être passé... Bon, je vais te prendre un exemple tout simple. J'ai vu un jour, je rentre dans un supermarché et je vois une dame, elle est de couleur noire, hein, de type africain donc. Et puis elle me dit, excusez-moi, je ne vois pas les laits de beauté là pour les peaux métissées. Je lui ai dit, mais vous avez une peau métissée? Elle dit, bah non. Je dis, bah, pourquoi vous cherchez un lait de beauté pour peau métissée? Elle dit, bah, j'ai toujours pris ça. Je dis, bah non. Vous devez prendre une crème qui respecte la couleur naturelle de votre peau, une crème neutre ou bien de la vaseline basique, hein, enfin, un truc voilà, qui ne va pas changer votre teint. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que c'était la première fois qu'elle entendait une parole aussi simple. Elle dit, bah oui, vous êtes belle si vous avez votre teint, vous, votre peau à vous. Alors, quand je vois cette fille-là, qui croit qu'il faut qu'elle s'éclaircisse la peau pour devenir plus belle, bah, je comprends qu'il y en ait d'autres qui fassent des blogs pour parler de ça, pour leur expliquer que non, on est beau parce qu'on reste proche de qui on est. Voilà. Du coup, on va prendre la parole pour se dire que chez ces personnes-là, il manque peut-être 2 ou 3 informations qu'elles ont besoin d'entendre. Et du coup, on va tout faire pour leur faire passer cette information-là. Sur la parole publique et le fait de parler à la place des autres. En tant que femme politique, Samira Tayebi, vous êtes à cet endroit justement où il faut canaliser une parole
Et cette parole, elle est faite pour finalement véhiculer le message porté par d'autres que soi. Oui, parler au nom d'autres personnes, oui, quand on est femme politique, on rencontre, comme il disait, on rencontre souvent les habitants. Enfin, moi, je suis née là, j'ai grandi là, donc j'ai une certaine proximité avec les habitants du territoire. Donc, ils viennent nous voir. Enfin, quand je dis nous, aussi bien le maire que moi ou d'autres élus, puisque là, au niveau du conseil municipal, on est beaucoup natifs de Clichy-sous-Bois, donc ils viennent nous voir aisément, nous parlant, nous disant, voilà, nous, on aimerait ça, ou on voudrait ça, ou des choses comme ça. Donc, on est amené justement à transmettre ce message, cette parole des Clichychois. Et pareil, en tant que présidente d'association, on échange, on fait des maraudes de façon régulière, donc on échange régulièrement avec les sans-abri. Et pareil, cette parole, quand on a un message à transmettre, on le fait, parce qu'il y a peu de personnes qui osent parler de leur situation sociale. Donc nous, on se fait les porte-parole de ces personnes-là, sinon on les entendrait jamais. On ne saurait pas ce que ces personnes vivent au quotidien, ce que ces personnes ressentent. Et donc voilà, oui, la parole, parler au nom du conseil municipal, parler au nom des sans-abri, parler au nom des parents aussi. Des fois, on remonte les informations au rectorat, à l'inspection, en disant, voilà, les parents pensent ça, les parents voudraient ça. Donc il faut des porte-paroles, mais quand on est porte-parole, ce qui est compliqué, c'est de transmettre des informations pour lesquelles on n'adhère pas. Là, c'est autre chose. Donc, est-ce qu'on reste fidèle à... Ben oui, il faut être honnête. Est-ce qu'on reste fidèle à ce qu'on nous demande de transmettre, ou est-ce qu'on transforme cette parole ? Naoufel, dans le cadre d'Asser le feu, vous êtes actif pour... justement faire porter des paroles depuis les quartiers populaires auprès des institutions. Comment faire pour que cette parole qui s'officialise finalement, elle ne vienne pas finalement dénuer d'essence à la source ? En fait, pour revenir à cette question, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin, parce que c'est tout le système dans lequel on vit, comment il a été construit, comment il a été pensé. Donc du coup, c'est reprendre un peu des auteurs classiques et revenir sur ce terme de représentativité, et d'où la légitimité. Donc je pense que Hobbes l'a très bien expliqué dans le Léviathan. Donc, on donne notre légitimité à une personne pour nous représenter. Donc du coup, c'est aussi ça, on en vient au mot démocratie aussi. Donc du coup, parce que c'est pas forcément juste une parole, mais c'est aussi des idées. Donc le fait d'aller voter, c'est qu'on représente des milliers de personnes. Le fait d'être élu, je crois, donc il y a aussi des strates à ce niveau-là. Donc il y a, je pense qu'un élu un maire pour une ville de 500 habitants, c'est pas la même chose pour un maire de 500, etc. Et donc, du coup, il y a cette notion-là de représenter des gens, de porter la parole des gens. Par contre, moi, j'y crois de moins en moins, par contre. Donc, du coup, dans la théorie, c'est très bien, c'est très beau, mais sur le terrain, moi, je le vois pas. Et sur le milieu associatif, je pense et c'est pour ça aussi que j'ai adhéré au sein du collectif Asser le feu, je pense que c'est l'une des associations qui l'ont vraiment fait d'une manière concrète. Donc, faire des tours de France, aller voir des gens, recueillir... Très méthodique également. Voilà. Donc, recueillir leurs doléances et en faire des propositions et dire, voilà, ce sont les doléances des gens. Donc là, on porte on est des porte-parole pour les gens. Et après, sur d'autres thématiques et dans la vie de tous les jours, et notamment les politiques, etc., j'y crois de moins en moins. J'y crois pas du tout, parce que finalement, c'est pas la parole des gens qu'ils expriment ou qu'ils représentent, ce sont les idéaux et les mots d'ordre de leur parti politique. Donc très souvent, en fait, ils sont un peu comme les journalistes, en fait. Donc le journaliste, lui, il fait des choses pour répondre à sa ligne d'édition. Le politique, lui, il fait des choses, il dit des choses pour correspondre à son parti politique. Moi, je vais répondre. Je vais répondre Naoufel. Donc là, ce sera en tant qu'élu, parce que j'entends ce que tu dis, et ce que tu dis, on l'entend de façon régulière. On fait plus confiance aux politiques. Les politiques nous écoutent pas. Donc là, moi, je suis désolée, mais je vais être amenée à te contredire, parce qu'à Clichy-sous-Bois, il y a quand même la grande concertation qui a eu lieu, où on est parti dans différents quartiers de Clichy-sous-Bois, où justement on a récolté les doléances des Clichychois pour savoir ce qu'il fallait changer dans la ville, comment il fallait évoluer.
jouer et puis écouter les Clichois et essayer d'agir à ce niveau-là. Et également les visites de quartier. Enfin, on est quasiment 2 vendredis par mois. On fait les sorties d'école, on fait la tournée de tous les quartiers avec les Clichois, bien entendu, avec tous nos techniciens, et on note un petit peu ce qui ne va pas. On prend en compte les remarques des Clichois et on leur apporte, en tout cas on essaie de leur apporter une réponse et d'effectuer les travaux qui sont demandés. Donc là, au niveau local, ce que tu dis, ça ne se reflète pas. Donc, moi, je peux peut-être rajouter quelque chose, mais même au niveau local et dans le cadre de cette grande consultation, donc je pense que sur une ville de, je crois, 30 et quelques mille habitants, voilà, donc, on a eu à peu près peut-être 1000 et quelques personnes qui ont répondu à cette grande consultation, d'une part. De deux, je pense qu'arriver sur des places publiques avec des images, donc c'est pas forcément recueillir ce qu'ils pensent les gens, mais leur demander de s'exprimer sur ce qui a été fait, en fait. Et donc, du coup, c'est pas... du coup, moi, j'aurais fait les choses d'une autre manière. Donc, ne pas leur montrer d'images, ne pas les guider sur telle chose ou pas. Et donc, du coup, je pense que... Enfin, il y avait aussi quelque chose à voir à ce niveau-là. Et donc, du coup, je ne suis pas en train de dire que tout est à jeter à la poubelle. Je ne suis pas en train de dire que les politiques, et notamment dans cette ville, je pense, on nous écoute, mais pas tout le temps. Donc, moi aussi, je fais le tour de la ville, parce que du coup, en fait, moi, ce que je trouvais intéressant un peu dans cette ville... En tout cas, pardon, quand tu dis on les écoute, mais pas tout le temps, on a des permanences. Je veux dire, quand les Clichois, moi, me demandent à me voir, je les vois tout le temps. Le maire, pareil, tous les samedis, il est à la mairie, il reçoit les Clichois. Comme je l'ai dit, on est sur les terrains. Il y a des cartons qui sont invités à tous les Clichois quand on va dans un quartier en leur disant « le maire vient à votre rencontre ». Donc voilà, après, la démarche, elle est faite. Mais... Encore une fois. Mais j'entends. Après, quand tu dis des images sont diffusées lors de la grande concertation, pas tout le temps. Ils sont libres. Ils avaient des dépliants et ils devaient justement dire ce qu'il fallait faire. Et pour ceux qui ne savaient pas écrire, il y avait des gens qui prenaient des notes, des gens qui parlaient plusieurs langues. Donc voilà. Enfin, moi, je suis obligée aussi de contredire quand je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Mais si tu veux me rencontrer en mairie, mon bureau est grand ouvert. Alors, on va vous laisser prendre un rendez-vous hors plateau. J'ai quand même envie d'intervenir, Naufel, parce que ici, ailleurs, quand même, on a beaucoup d'informations sur les moments où on essaye d'interroger les gens à Clichy-sous-Bois sur ce qu'ils pensent. Vous résolvez une partie du problème, c'est que vous faites, pour ce journal, vous faites participer les habitants du Chêne Pointu eux-mêmes, et c'est eux-mêmes qui conçoivent ce journal. Oui, mais on voit aussi, parce qu'on parle beaucoup de co-construction, et quand même, les habitants sont pas mal sollicités sur toutes les transformations qui se passent dans le quartier. C'est-à-dire que tu as le tramway qui débarque à Clichy-sous-Bois. Les commerçants sont quand même assistés. Je sais qu'il y a des commerces qui ont fermé. Je ne vais pas dire que j'ai tout suivi, mais ils sont pas complètement abandonnés. J'ai vu plusieurs phases, parce que toi, tu parles du moment où on a montré les photos sur les transformations à faire dans la ville. Moi, je suis allé à quelques rencontres où on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Est-ce qu'ils voulaient plus de parcs, des endroits pour les vieux, pour jouer au foot, etc. On est quand même écouté. Et on a eu même la chance d'avoir un collectif colombien qui est arrivé ici, Architectura Expandida. Ils sont venus, alors eux, ils sont géniaux. Parce que la mairie fait des réunions, des concertations, ça va durer 2 ans, et ils arrivent. Ils font leur petit diagnostic rapidement. Ils fabriquent tout de suite. Et en moins de 2 mois, ils nous ont fabriqué des espaces de jeux au Chêne Pointu. C'est devenu le paradis, un petit paradis pour les enfants. Je ne savais même pas qu'il y avait autant d'enfants au Chêne Pointu. Parce qu'il y a plein d'enfants, il y a plein de terrains, mais il n'y a pas d'aménagement. Et eux, ils arrivent, c'est des architectes, ils savent faire les choses dans l'urgence. Et puis, il y a des choses qu'on peut déplacer rapidement. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont confisqué l'espace public, etc. Voilà, donc il y a toujours moyen de déplacer ce qu'ils ont fait. Mais par contre, les solutions qu'ils ont pu trouver il y a 2 ans pour les enfants, c'était un bonheur. En fait, j'aimerais être clair sur une chose. Je ne suis pas en train de dire que rien n'est fait pour les Clichois et à destination des Clichois en termes de participation citoyenne. Donc, je suis juste en train de dire que même ces initiatives-là, elles ont leurs limites. Donc, très souvent, Monsieur Alain, moi, je vous vois dans les réunions, comme vous me voyez dans ces réunions. Mais par contre, on se retrouve entre nous. Et donc, du coup, c'est qu'il y a aussi il y a un problème à ce niveau-là. C'est qu'il y a aussi une très grande partie de la population clichoise qui ne se sent pas écoutée et qui se désintéresse de ce qui se passe dans la ville. Voilà. Donc,
Mais les initiatives, elles existent. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais si aujourd'hui les gens ils se désintéressent autant, c'est que voilà, ils ne se sont peut-être pas écoutés. Sans parler des personnes qui s'excluent d'elles-mêmes. Il faut savoir que quand tu es dans une ville comme ça, où il y a une forte population immigrée, tu as des personnes qui croient qu'elles n'ont le droit à aucun chapitre. On avait parlé du droit de vote des étrangers. Le chapitre a été balayé. Hollande a eu peur parce que sa cote de popularité avait beaucoup baissé. Il a reculé sur ce sujet-là. Et les gars se sont dit, ah, dis donc, nous là, on est immigrés, là, on ne votera jamais. On reste à côté. Hein. Du coup, les gars, ils se sentent mis à l'écart. Ils restent à l'écart. Ils sont nombreux comme ça. Du coup, pour eux, je vais travailler. Je fais 12 au boulot pour ceux qui bossent le plus, voilà, pour gagner mes sous. Et le reste, ils disent, bah, c'est pas pour eux, quoi. Donc, ils se mettent à l'écart. Plus les jeunes qui sont blasés d'avance, sans même chercher à savoir ce qui se passe, ils sont déjà blasés. Quand même, il y en a beaucoup qui sont blasés sans même savoir ce qui se passe. Alors, Alain, et juste franc. Vous parlez à la place des jeunes, là. Et les jeunes sont blasés. C'est un certains, mot d'ordre. Le mot d'ordre est lancé. Non, je dis certains jeunes. Et d'autres disent que c'est une société de merde, qu'on ne s'occupe pas d'eux, etc. Quand même, j'ai envie de dire qu'en France, la scolarité est gratuite. Quand on vient de l'étranger, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays où c'est un luxe de pouvoir partir à l'école. Il ne faut pas oublier que j'ai vu encore un reportage sur la Côte d'Ivoire l'autre jour. Tu as des endroits où on cultive le cacao et où le paysan te dit qu'il ne peut pas envoyer l'enfant à l'école parce que le cacao ne rapporte pas cette année. Ici, quand même, l'enfant qui a un peu de volonté, il peut aller à l'école, quoi. Samira, et puis on demandera à Kantouta de réagir ensuite. Oui. Non, ce que je voulais souligner également, quand on fait nos visites de quartier, nous, on va vers les gens. On va les saluer, on va régulièrement à PVC, on va dans toutes les écoles de Clichy, donc on côtoie énormément de monde, on échange avec eux, on parle avec eux, même si c'est pas parler politique, mais est-ce que ça va, est-ce que vous allez bien, est-ce que ça se passe bien, et comme je l'ai dit, la chance que l'on a, c'est d'être né dans cette ville et de connaître cette ville, et donc les gens n'ont pas la barrière de se dire on peut pas aller échanger avec eux, on peut pas aller les côtoyer parce que ils sont dans un autre monde. Non, parce que ce monde-là, c'est le nôtre. Et ces échanges-là se font et on écoute et on entend. Et même s'ils sont pas français, même s'ils n'ont pas de papier, on sera toujours là pour les écouter. Et de plus, tu parlais d'associations. Le tissu associatif avec Clichy-sous-Bois est très, très grand. Et donc, avec les élus, on essaye vraiment tout le temps d'aller à chaque manifestation des associations, d'aller les rencontrer, d'aller échanger avec eux. Et donc, voilà, moi, ça. Et puis, quand tu parles en disant les jeunes se désengagent et tout, je l'ai dit, je suis présidente d'une association, c'est APAC, l'Association pour Agir Citoyen. Et la grande majorité de nos bénévoles sont des jeunes. Et ils sont hyper motivés, ils ont envie que ça change, ils ont envie que ça bouge. Et ben ils agissent citoyens, justement en étant présents et en prenant la parole et en échangeant. Kantouta, une réaction par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre depuis le petit extrait de Jacques Rancière? Oui, peut-être sur cette question de la démocratie participative. Je pense que ce sont des dispositifs intéressants. Après, ce que ça pose comme question, c'est le destin en fait des paroles qui sont recueillies. C'est un vieux débat en architecture. Comment on recueille la parole habitante et après qu'est-ce qu'on en fait en fait. C'est ce qui se passe en bout de chaîne en fait qui est toujours problématique. Mais peut-être de manière plus large, en fait, moi, ce que ça me fait écho, c'est ce qui se joue aussi en ce moment dans ce mouvement politique qui est là, qui nous entoure, qui est celui des Gilets jaunes, qui pose de manière beaucoup plus radicale en fait, la question de la représentation. Et c'est une question qui revient à chaque fois dans les mouvements politiques qui se sont déployés, qu'on parle de Nuit debout, qu'on parle des mouvements Occupy, etc. C'est à chaque fois ce qui se rejoue, c'est la scénographie de la parole et comment cette question de parler à la place des autres ou des instances de représentation se redéploie et comment réinventer en fait des formes de mise en crise des conditions de la parole. Et du coup, à chaque mouvement politique important, 68 aussi, c'était également le cas. On a beaucoup parlé de libération de la parole, mais dans tous ces mouvements-là, se redéploie une scène.
systématiquement, en fait, pour repenser les conditions d'énonciation. Donc et du coup, là, l'instance participative, elle est quand même mise à mal parce qu'on s'aperçoit à quel point aussi elle peut parfois être un gadget politique, etc. Et du coup, je pense que c'est ce à quoi les gens tiennent aussi beaucoup. Alors, je voudrais vous faire écouter maintenant un second extrait de la même intervention de Jacques Rancière, quelques 30 minutes plus tard. Il intervient au sujet de la préface qu'il a signée concernant la reparution d'un livre du philosophe Pierre-Simon Ballanche. Pierre-Simon Ballanche a écrit un livre qui s'intitule « Première sécession de la plèbe ». Ça a été écrit en 1829 et c'est tout simplement le récit, un récit dans lequel est retracé ce qu'il considérait comme la toute première grève de l'histoire des hommes, de l'histoire de l'humanité, en 494 avant Jésus-Christ. Tout à coup, la plèbe se lève contre les patriciens, qui étaient les dominateurs de l'époque. Tout à coup, un peuple se lève. Et bon, ça, je pense que ce texte, donc, il est écrit en 1829, et bon, c'est vraiment, il identifie véritablement une certaine figure, justement, du plébéien comme celui qui parle en tant que celui qui n'est pas reconnu comme parlant, quoi. Celui dont on dit qu'il ne parle pas, qui montre qu'il parle, quoi. Et bon, ça, je crois que c'est une figure fondamentale, effectivement, de l'émancipation. C'est un peu ce que j'ai trouvé très, très fort dans tous ces textes, disons, un peu des grands moments de l'émancipation, à savoir que des gens qui étaient censés ne pas parler, ou censés simplement grogner, ou censés simplement crier parce qu'ils sont très contents, ou éventuellement chanter parce qu'ils sont un peu insouciants, ils disent non, on parle, on raisonne, on discute, quoi. Et voilà, bon, ce texte paraît en 1829, en 1830, il y a ce qu'on sait, la révolution de juillet, et la participation ouvrière à un truc qui apparemment ne les concernait pas, parce que la liberté de la presse, qu'est-ce qu'on a à faire, bon, on connaît tous les discours, quoi. La liberté de la presse, c'est les bourgeois qui écrivent dans la presse, que pour les bourgeois, qu'est-ce qu'on a à faire, bon. Ben, ils descendent quand même dans la rue. Après ça, bon, il y a tout ce qu'on sait, les premières associations ouvrières, et toute une série de choses qui se développent, et avec des gens qui entendent directement ce que leur dit Ballanche. Ils ont l'impression que c'est vraiment d'eux qui parlent et à eux qui parlent, quoi. Même si effectivement, lui, bon, il fait son truc dans son petit coin, sa bibliothèque, mais bon, tout d'un coup, justement, il y a une parole dont les ouvriers de l'époque disent c'est de nous qui parlent et c'est à nous qui parlent. Naufel est en réaction par rapport à ce que vient de dire Jacques Rancière. Tout à coup, un peuple se lève et on l'écoute. Oui, mais du coup, en fait, ce que je viens d'entendre dans l'extrait, ça me fait un peu écho à ce que j'ai entendu juste avant. Donc, du coup, parce qu'il parle de 1932, donc il parle de ces barricades, donc, qui sont quelques années après la Révolution française et quelques années après 1848, et on se rend compte que en fait, ce sont des moments où justement le peuple est descendu dans la rue. Ce sont des moments où le peuple a réussi à obtenir des choses d'une élite politique un peu oligarchique, donc du coup pour redistribuer un peu au peuple. Et c'est ce qui s'est passé aussi en mai 68. Donc on se rend compte un peu bizarrement que finalement, à chaque fois que ceux qui ont le pouvoir ont lâché un peu du lait, c'est à chaque fois qu'on a eu un peu de violence, c'est suite à des révolutions, c'est suite à des barricades, c'est suite à des très grandes grèves. Et on se rend compte que malgré ça, ça revient toujours, parce que finalement, on a un système avec lequel ces entités au pouvoir, ces élites, finissent toujours par reproduire les mêmes erreurs. Donc du coup, stigmatiser et dénigrer le peuple. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve face à cette nouvelle réalité, puisqu'on a un mouvement qui a débuté depuis 1 ou 2 mois. Et on se rend compte que c'est aussi la même histoire qui se répète. Donc du coup, les gens ils sont descendus dans la rue en disant « on a faim ». On n'a pas voulu les écouter. Et finalement, ils sont arrivés à ce qu'on appelle de l'automutilation. On a faim, on casse des choses, et donc du coup, là derrière, on écoute, on lâche un peu. Et cette histoire-là, elle se passe toujours, elle se répète toujours, et on a l'impression que finalement, il faut toujours de la violence pour se faire entendre. Et à chaque fois, du coup, derrière, on nous rabâche un peu le discours un peu démocratique, citoyen, alors que finalement, on sait qu'on n'entend pas, on n'écoute plus ce discours-là. Alain ? J'ai quand même envie de dire que il y a des structures qui existent, il y a une organisation qui existe pour faire entendre
pour permettre aux gens de parler, pour ne parler que du tissu associatif, pour faire fonctionner une association, il faut savoir qu'il faut des moyens financiers. Il y a des dispositifs qui existent, mais rien que pour faire fonctionner ces dispositifs-là, ça demande souvent des équations intellectuelles pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce dispositif, comment ça veut dire, il faut remplir un dossier, il faut déjà le comprendre, le dossier en question, il faut pouvoir le remplir, etc. etc. quoi. Bon, enfin, j'ai juste envie de réagir comme ça pour dire que des fois, le problème, c'est que les gens, les espaces qu'on leur réserve et dans lesquels ils pourraient rentrer et se retrouver pour ne pas se sentir complètement exclus de la chose publique. Souvent, ces espèces-là, c'est comme une espèce de labyrinthe. Et pour aller trouver comment faire pour y arriver, c'est tellement compliqué qu'on se dit, allez hop, j'ai pas vu cette route-là, elle n'existe pas, je suis pas entendu, je suis mis à part. Samira ? Alors, oui, quand tu dis la démocratie, oui, il ne faut pas oublier que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Hein. Donc, à un moment donné, il faut écouter le peuple, puisque quand vous dites que le gouvernement est silencieux face à la colère du peuple, je rejoins votre idée. Je rejoins votre idée. À un moment donné, le peuple n'est pas content, le peuple a faim, il faut l'écouter. Ce que je déplore, par contre, c'est vraiment toute cette violence. Moi, je suis quelqu'un de très pacifique et je me dis justement, on est doté de paroles, on est doté de langage. Donc, à un moment donné, échanger, parler, je pense que ça peut aussi faire avancer les choses. Et comme le pouvoir est au peuple, au moment des urnes, c'est là qu'on peut justement faire valoir sa parole et également échanger. De là aller jusqu'à la violence, moi, c'est pas l'idéal. Alyosha Imhoff, une dernière parole? Non, j'ai rien à ajouter. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se sont dites depuis 20 minutes. En tout cas, moi, en écoutant ce qui vient de se dire, je pense à cette ligne de démarcation peut-être qui aura été identifiée avec tant d'acuité par cette philosophe indienne qui s'appelle Gayatri Spivak. Dans son livre majeur qui s'appelle « Les subalternes peuvent-elles parler ?» et dans lequel elle identifiait en fait une ligne de démarcation entre ceux qui, au fond, revendiqueraient toujours en fait la souveraineté des sujets, en fait, comme étant le lieu de l'énonciation, le lieu du politique, et ceux qui pensent qu'au contraire, en fait, des formes de représentation, d'une certaine manière, sont inévitables, ou en tout cas, elles sont à un moment donné dans des sociétés complexes, etc., relativement inévitables. Voilà. Donc, une des choses sur la question de la violence, c'est un débat très complexe. Effectivement, généralement, on oppose cette histoire-là, en fait, des luttes qui ont effectivement pu, par moment, obtenir des choses avec d'autres formes de lutte sociale. On parlait du féminisme tout à l'heure, qui, en tout cas, a pu se construire sans aucune... a priori, il n'y a pas eu de mort produite par le féminisme, et tout en ayant obtenu un changement assez profond de la société, des sociétés dans lesquelles on vit. Et donc, il y a du changement possible tout de même, sans violence. Enfin, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourrez ajouter. Il y aurait plein de choses encore à dire, mais certainement, au fond... ce que nous dit Rancière à différents égards, c'est d'une part, que fait-on de la minorité toujours dans une démocratie, quoi. C'est d'ailleurs généralement qu'on appelle comme ça une démocratie, c'est la dictature de la majorité, et la question de l'émergence en fait d'un peuple, c'est-à-dire qu'au fond, puisque comme vous le savez, la structure s'appelle le peuple qui manque. Enfin, c'est toujours cette idée que le peuple est toujours à venir en fait, quoi. Le peuple ne comme se un véritable projet que dans le cadre de scènes énonciatives en élaboration à un moment donné. Donc le peuple ne se soulève pas, le peuple arrive. Le peuple en fait est en train de se constituer toujours au sein d'un mouvement politique, et en l'occurrence comme celui des Gilets jaunes. C'est à nous de le construire. Alain, une réaction? C'est sûr que quand on parle de la plèbe qui s'élève, on ne peut pas s'empêcher de penser aux Gilets jaunes. Sauf que les Gilets jaunes, à un moment donné, ça devient la dictature dure. C'est-à-dire que ce n'est même plus la dictature, là on en est à l'insurrection. Parce que si les gens se lèvent avec une revendication comme celle du carburant, par exemple, et que moi-même, quand je me retrouve à la pompe, je sais que ça coûte très cher. Je veux dire, aller faire un plein dans mon diesel, je me disais, tiens, est-ce que je vais réussir à faire le plein?
Mais quand on se met à casser les péages, qu'on empêche les commerçants de fonctionner, je me demande de quel peuple il s'agit. Parce qu'après, tout le monde rentre dedans. Ça devient le meilleur moment pour les pilleurs de rentrer en action, quoi. Donc, je suis obligé de regarder avec un peu de distance quand même. Alors, je laisse la parole à Naufal pour terminer cette émission. Et en fait, moi, je voulais juste rebondir sur ça en ajoutant aussi quelque chose. C'est que on a parlé des médias tout à l'heure. Donc, on a parlé du fait qu'ils étaient là pour sauvegarder un système en place. Et donc, on sait ces médias, ils sont dirigés par qui et qui ils ont soutenu. Et donc là, par là, je veux juste dire qu'aujourd'hui, on a aussi des contre-médias. Donc, des gens qui font leur propre information, qui expliquent aussi autre chose, en fait. Donc, cette dictature que vous êtes en train d'expliquer, en fait, moi, je l'explique autrement. C'est-à-dire que pour moi, certaines personnes arrivent à la violence, ils utilisent la violence pour essayer de sauver ce que leurs grands-parents, ce que leurs arrière-grands-parents ont gagné par cette même violence, en fait. Et donc, du coup, c'est un peu cette continuité parce qu'on ne les entend plus. Et finalement, on aura beau dire ce qu'on veut, mais le peuple français, on l'entend plus. Et quand on regarde d'autres vidéos, en fait, quand on regarde Jack Attali, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui nous explique qu'il y a 2 ans, à peu près un peu troublant. Il nous explique qu'on aura tel président et la société dans laquelle il veut nous y amener. Donc aujourd'hui, il y a ça aussi qui circule sur les plateformes et les gens, ils voient cette information. Les gens, ils y croient, en fait. Finalement, ils se disent « Ah ouais, finalement, Jack Attali nous a prédit ça et on en arrive à ça ». Donc, si on ne se bat pas, si on ne se soulève pas, on se fait contrôler, on se fait manipuler par ces médias-là qui veulent aussi nous imposer ce monde dans lequel on est aujourd'hui. Voilà. Merci Naufal, merci à Samira Tayebi, merci à Alain Zoukam, Alyosha Imhoff et Kantouta Kiros, merci à Naufal, je l'ai déjà dit. Avant de retrouver au micro Bilal, il me revient de clore cette émission, même si le dernier mot n'existe pas, car parler, c'est toujours s'éclater vers l'autre en continu, c'est-à-dire aller dans le monde, et on ne veut pas finir, on ne veut pas que ce monde finisse. Elle est parfois enterrée, censurée, la parole, enrôlée par le politique, elle est parfois primée par le symbolique, monopolisée par le médiatique, mais que l'on comprenne bien, que l'on redise bien, plus ou moins fort, on peut le murmurer même, c'est la nuit, que cette valeur de la parole est aussi immortelle qu'elle est action, qu'elle est la vraie et la seule politique du nouveau entre les femmes et les hommes sur cette terre. Un rêve, faire commun ensemble, une tribune métaphorique. C'était Composante de passage 2, 2e volet, une émission proposée par Frank Smith, une expérience radiophonique menée dans le cadre de la radio des ateliers Médicis et présentée dans le cadre de la Nuit des idées. Réalisation Marc Parazon, à la coordination Sarah Malégol, Lamia Monkachi, Clément Postek, Anne-Laurence Nzappé, j'espère bien l'avoir prononcé. Remerciements à Hugo Casabianca, à Selim Santalucia, à Aurélien Belzame et à Mathieu Botte-Bonneville de l'Institut français. Remerciements à tous nos invités de cette émission, tous et toutes prises dans le processus de cette matrice machinique et radiophonique inédite. La musique du générique est signée Marc Parazon. Nous avons entendu une archive d'une intervention de Jacques Rancière disponible sur YouTube. Vous pouvez écouter cette émission sur le site internet des Ateliers Médicis, ateliermédicis.fr. Merci à tous, c'est tout, c'est fini de ne pas finir, on n'en finit pas avec Bilal qui interprète un medley. Medley que j'ai appelé changement d'ambiance, car en vrai on a de toutes les couleurs. Voilà, c'est un peu de tout. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais.
La rue c'est nous, c'est vous, c'est pas eux. Miraculé, on est sorti sans paveux. On est dans ce game depuis longtemps. 2017, nous on grimpe la montagne. Chez nous c'est bif, Khalis, pédo, cannabis. Pour les intellos, je suis sur le corner avec Namso. J'appelle la poulette, t'as pas émis dose. Poto, j'envoie le bigot. Libéré ou sous Lazare et mes frérots. Depuis que je rappe mon gaba y'a eu zéro. Mais ma patience m'emmènera dans le mille. 4 sorties de peau, boîte automatique. Tu dis que c'est Tarlet, elle fait la pute. Elle sort en boîte, elle se fait coller la pute. Je montre pas, mais au fond de moi, je suis fort et fier. Je du 9-3, cliché sous bois, que des fous alliés. On est solidaires, on a grandi comme t'as grandi. T'es juste un grand, ne fais pas le bandit. Y'en a dans le foot, dans le bol, et dos dans la résine. Je te parle de tout mon gueule. Il parle de ses bêtises, allez ferme ta gueule. La forêt expose, gros c'est fini. Je peux pas te dire, j'ai pas grandi là-bas. T'as peut-être entendu que j'ai grandi en bas. Du B9 au B11, que des grosses carcas. Gros chicha dans comme ça se tuait au deux quarts. 9000 il peut pont, tout ça c'est de la tchat. Tu me parles de meurtre quand ça parle de bagarre. Quand ça parle de bagarre. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous, là c'est qui. Là c'est nous. Hey. On va en douceur. C'est la même, chaque jour je fais la gif. C'est mon oseille que je n'ai même pas vu partir. Je suis au deuxième, j'attends que l'ascenseur arrive. Ce soir dans le club, elle va t'appeler mon mari. C'est la même, chaque jour je fais la gif. C'est mon oseille que je n'ai même pas vu partir. Je suis au deuxième, j'attends que l'ascenseur arrive. Ce soir dans le club, elle va t'appeler mon mari. RAS, rien à signaler. RS4 noir, c'est pour tous les rafalés. Moi je leur fais croire qu'aujourd'hui c'est terminé. Faut faire du sale pour faire du blé. Je dois faire du sale pour faire du blé. T'as grandi dans la rue, ça sert à rien de te faire discret. On a grandi dans la hache, chez nous y a pas d'égalité. À 18 p, je nique les games, tous mes négros m'ont validé. Ma chérie ferme la porte et ce soir j'ai des sales idées. Et c'est la même, chaque jour j'ai fait la gif. C'est mon oseille que je n'ai même pas vu partir. Je suis au deuxième, j'attends que l'ascenseur arrive. Ce soir dans le club, elle va t'appeler mon mari. C'est la même, chaque jour je fais la gif. C'est mon oseille que j'ai même pas vu partir. Je suis au deuxième, j'attends que l'ascenseur arrive. Ce soir dans le club, elle va t'appeler mon mari. Hey, hey. On revient un peu en retard là. Oui. Hey, c'est comment? C'est comment? Et la popo, Cité Noël, Jean Moulin, les bosquets. Caisse achetée, quand ta pièce s'éteint, je viens tout niquer, mon tel était éteint, tel s'est fait péter, c'est moi qui prends la main, et si je me fais péter, la sirène fera le refrain, jamais fatigué, je suis toujours plein d'entrain, je dis pas bonne année, tu vas te faire fumer avant le 31, allez de la forestière, t'as fait des efforts, qui m'ont fermé, c'est nous les plus forts, un jour on fera la guerre, le jour de ta mort, pour l'instant c'est tard, commence à te faire et retourne à l'école, une bouteille à verre, je suis dans mon repère, j'appelle mon capéto, moi je suis chaud, ils sont trop, on m'a dit que les tous comportements du flow, on m'a dit tous les tous. Elle part de moi, c'est ta go. On m'a dit. Hey, hey, hey. 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 Ce soir elle va t'appeler mon mari. 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 La cochine-té, elle sort les tatouages. Ce soir elle va t'appeler mon mari. Ce soir elle va t'appeler mon mari. Ce soir elle va t'appeler mon mari. Je m'excuse pour la vie de rester là.
Nique ta mère, monsieur l'agent, ça vend de la drogue à moi ici. Soit tu mets le bois d'argent, soit tu dors à bois d'arcy. Allez, ferme ta gueule, t'as bien compris. Ici t'es pas seul, tout le monde y est complice. Ben ouais, mon ami, t'as fait des sous, t'as pas coffré dans la vie. Elle est en disquette, elle a vie, y'a pas de bif. Tu l'emmènes à l'hôtel, elle boit la bouteille, elle fait même plus de manie. Elle est en disquette, elle a vie, y'a pas de bif. Tu l'emmènes à l'hôtel, elle boit la bouteille, elle fait même plus de manie. Elles ont des grosses fesses, elles veulent des grosses yasses, elles aiment les grosses caisses, donc elles sortent le samedi. Elle veut la vie de rêve, elle veut la mamaille. Dans sa tête ça tourne comme le Monopoly. Dans sa tête ça tourne comme le Monopoly. Dans sa tête ça tourne comme le Monopoly. Elle veut la vie de rêve, elle veut la mamaille. Dans sa tête ça tourne comme le Monopoly. C'est carrément payé LEL dans la maison. Merci beaucoup.